plus que juste un lieu d'exposition. La Fondation H est une institution vivante, un lieu de création, de production. Bienvenue Héritage Africa à la Fondation H. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Bonne visite. Bonjour et bienvenue dans Héritage Africa, votre émission dédiée à la valorisation des marques de luxe et premium à Héritage Africain. À travers des contenus immersifs et inspirants, nous mettons en lumière les marques, les artisans, les créateurs qui œuvrent et façonnent l'excellence et la richesse créative de notre continent. Je suis Doris Bello-Castel et je suis ravie de partager avec vous les richesses de notre continent. La Fondation H, en plein centre-ville d'Antananarive, fondée en 2017 par l'entrepreneur et mécène malgache Asnel Eridje, première fondation privée d'art contemporain à Madagascar. Elle a pris ses quartiers dans un bâtiment historique vieux d'un siècle, construit entre 1912 et 1924. Longtemps délaissé, ce bâtiment a entièrement été restauré dans le respect de son architecture en briques et tuiles traditionnelles malgaches. Près de 2200 mètres carrés, espaces d'exposition, bibliothèque, salle de médiation, ateliers d'artistes, café, cours intérieur, jardin, appartements de résidence et bureaux, un véritable lieu de vie, de création et de dialogue, pensé pour accueillir les artistes d'Afrique et de ses diasporas. Bonjour Asnel, merci de nous accueillir à la Fondation H. Bonjour. C'est un vrai plaisir de découvrir encore une fois tout ce qui se fait en termes d'exposition, en termes de présentation de tous ces artistes. Mais écoute, en tous les cas, ça me fait tellement plaisir de faire découvrir ce lieu magique qui est un véritable sanctuaire de beauté, d'intellectuel, d'esthétisme, en plein cœur du rush de Tana. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir ce lieu de vie ? Écoute, ce bâtiment, Doris, c'est un ancien bâtiment des postes et télécommunications et c'était à l'époque un endroit extrêmement important parce que c'est un lieu de rencontre, d'échange et de communication parce que pour envoyer ton télégramme, pour envoyer tes messages, tu devais passer par là. Et donc, le bâtiment après a eu plusieurs vies et a eu une vie où il ne s'est pas passé grand-chose, il a été un petit peu abandonné ce bâtiment. Et quand on a eu à cœur de créer un nouveau lieu pour la Fondation, on s'est dit tiens, ce bâtiment réunit tellement de choses, à la fois la beauté, le côté splendide de l'architecture traditionnelle malagasy, mais en plus de ça, il a aussi une énergie assez exceptionnelle dans son fonctionnement, dans la façon dont c'est structuré. Et donc, il était juste impensable de le laisser comme ça, sans se dire tiens, on va lui donner une seconde vie. Et donc, quand tu parles d'art, quand tu parles de lieu d'une fondation, tu parles aussi de rencontres, d'échanges. Et donc pour nous, c'était important, en plus des salles d'exposition, d'avoir ces lieux d'échange, ces parenthèses. Et donc on a le café, on a les salles de création, on a la résidence d'artistes. Mais c'est un sacré challenge parce que quand tu en parles, ça semble si évident. Parce que quand on regarde quand même, il y a eu beaucoup de travaux en termes de rénovation. C'était quoi les plus gros challenges justement ? Écoute, je vais te dire, quand tu regardes ce bâtiment, le premier challenge, c'était surtout de ne pas le défigurer. La seconde chose qui était clé pour moi, je ne voulais absolument pas me retrouver à Disneyland. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que je ne voulais pas faire du white cube classique, d'accord ? Quand tu regardes par exemple toutes les balustrades, toutes les fenêtres, on a préservé les menuiseries en bois de l'époque. Quand tu regardes un certain nombre de pièces qu'on a pu sauver du patrimoine, on l'a préservé. Et ça, c'était clé. Le troisième enjeu, justement, dans ce cadre-là, c'est de trouver les bons artisans qui vont travailler les matériaux de cette manière-là. Tu regardes cette brique, par exemple, c'est la brique initiale et qu'on l'a retravaillée exactement comme elle était faite dans son jus avec la même méthodologie. Pareil pour les granits, pareil pour les descentes. Oui. Et donc, c'était important de préserver cet héritage pour nous. Yinka Shoni Baré du Nigeria, Barek Bouchichi du Maroc, Roméo Mivekane du Bénin ou encore les œuvres de Madame Zo, artiste isrande de Madagascar, autant d'artistes du continent qui exposent à la Fondation H pour porter haut la création africaine et offrir au public un accès direct aux grandes voies de l'art contemporain.
Nous sommes à l'exposition Kabari Zavakant. Est-ce que je le prononce bien déjà? Très bien. Le point important de Kabari Zavakant, ce qui est très important, c'est le mot kabar. Dans la tradition orale malagasy, tu as les pikabars, les gens, on a une tradition orale forte où les Malagasy, quand ils échangent, l'art du discours est très important. Et ce qui est très important aussi, c'est que tu as tout un rituel autour du kabar. Et donc, le commissaire voulait absolument mettre en avant cette tradition orale malagasy au travers de tout ce travail culturel. Tu as une vraie connaissance de l'art. Comment ça t'est venu, cet amour de l'art, cette connaissance? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y consacrer en partie? J'avais une amie qui travaillait en maison de vente, qui avait eu un cursus histoire de l'art. Et donc, avec elle, elle m'a fait découvrir beaucoup de galeries, beaucoup d'espaces, beaucoup de beaux musées. Et ça m'a permis, si tu veux, d'avoir un petit peu toute cette compréhension des enjeux, mais aussi du travail artistique. Il y a une forme de rituel aussi dans une galerie ou dans une institution. Et c'est très touchant pour moi de voir l'effort qui a été fait par l'artiste pour te faire passer un message ou pour te faire ressentir une émotion. Et comment tu arrives à l'utiliser même en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle aussi dans ta vie d'entrepreneur? Le rapport que je fais souvent, c'est cette volonté constante de l'artiste d'expliquer, de jamais abandonner. Tu as beaucoup d'artistes qui ont été inconnus du grand public de leur vivant. On en connaît tous plein. Mais derrière leurs idées, leur façon de travailler, leurs techniques, leurs méthodes, leurs concepts ont pu passer les générations parce qu'ils n'ont rien abandonné. C'est extrêmement fort. Et donc je crois qu'un entrepreneur, d'accord, avec l'artiste, partage un petit peu ce goût de l'effort, ce goût du détail. Du moins, moi, c'est ce que j'en tire. Le travail bien fait, accompli, résilient, endurant. Asnen, quelle est la première œuvre que tu as achetée et pourquoi elle t'a parlé le plus à ce moment-là? Je crois que c'était Madame Zhou. La première œuvre que j'ai eue, c'était Madame Zhou. Elle m'a touché d'abord par son travail, sa minutie, sa patience, par sa résilience. Elle a toujours été très forte, malgré l'environnement difficile, elle a toujours été très forte. Et puis elle m'a touché par son message, par la beauté de son travail et surtout au travers de son travail, ce qu'elle nous a apporté aux uns et aux autres. Je m'en doutais parce que je me souviens avoir été justement au vernissage et tu étais rempli d'émotions. Zhou était une passeuse de messages, était une tisseuse d'histoires, mais était surtout quelqu'un qui a toujours eu à cœur de préserver le patrimoine et c'était un porte-drapeau de la culture malagasy. On est devant une œuvre quand même exceptionnelle parce qu'elle est quand même très très forte et très engagée. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette œuvre? Alors ça, c'est une œuvre d'Oris qui me touche beaucoup. Elle s'appelle Les États désunis d'Afrique. Et c'est des deuils qui ont été vraiment pris sur des champs de guerre sur le continent. Quand nous regardons le drapeau de l'oncle Sam et ce pays exceptionnel que sont les États-Unis, qui ont su, en moins de 250 ans, construire une nation forte, économiquement, socialement, en termes de développement, qui est un modèle pour bon nombre de nations. Et nous, avec toute la richesse du continent africain, avec tout notre patrimoine, notre histoire, nous n'avons pas jusqu'à maintenant, malgré cela, pu construire, faire nation pour le développement de nos jeunes, pour le développement de nos pays, pour le développement de nos économies. Et quand tu vois ça, tu te rends compte finalement le fléau de la guerre, le fléau des conflits, le fléau alors qu'on a toute cette richesse, les forêts, la terre, la jeunesse. Et malgré ça, nous sommes totalement désunis. On continue la visite? On y va. On y va. Let's go. Je te raconte l'histoire de cette œuvre en 2 minutes. Le charbon et le diamant, c'est la même composition chimique. Il a taillé, il a sculpté des plaques de charbon et tu revois finalement ce phénomène de cristallisation. C'est les scarifications qui sont faites sur la peau des esclaves pour marquer la propriété. Quand tu te rapproches, tu vois les tubes de dentifrice, les billets de banque, touche du clavier. Penser à un tube dentifrice et de se dire qu'on peut en faire une œuvre, c'est quand même exceptionnel, c'est fou comme idée. Et là, tu te retrouves devant une œuvre qui a été posée à New York. C'est un code de 0 à 100. Tu pars d'un carré blanc
Après le premier chiffre 1, tu as un seul carré noir. Après, tu as un carré noir, mais tu as 2 carrés blancs. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Tu vois 5 là-bas. Et comme ça, tu vas jusqu'à 99 et 100. Tu as les lettres du sourabé qu'ils ont remis au goût du jour. Et surtout, ils ont dit l'encrier, finalement, n'est pas seulement là pour porter l'encre, mais l'encrier c'est le sujet avoir et être. Il en est et il en a. Et c'est vrai que si on n'a pas cette explication, on n'arrive pas forcément à comprendre la dimension de la réflexion et du travail qui a été mené. J'adore. En Afrique, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est la notion d'artisanat, encore moins la notion d'art. De plus en plus, on remarque justement de Madagascar et même au-delà dans d'autres pays qu'il y a quand même une grande vague qui vraiment a cette sensibilité, qui se rapproche, qui comprend, qui exerce dans l'art, dans l'artisanat. Quel est ton regard par rapport à ça? Moi, je trouve ça tellement triste qu'on ait mis tant de temps à mettre en valeur notre savoir-faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et nous sommes en train maintenant de le faire. Et ça, c'est très bien. Et je crois aujourd'hui que promouvoir ce travail de ces artisans, c'est le minimum qu'on puisse faire pour leur rendre un hommage, saluer leur effort, leur résilience, la qualité de ce qu'ils réalisent, l'exigence qu'ils y mettent. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale sur le continent de ce patrimoine exceptionnel qui permettra aux jeunesses futures de se projeter dans un nouvel avenir. Et de se dire justement qu'ils peuvent avoir des métiers dans l'artisanat et dans l'art. Et que ça peut être quelque chose qui leur permette justement d'avoir de vrais revenus et un vrai métier. Mais absolument. Aujourd'hui, tu vois le travail qui est fait par nos artisans à Madagascar. Tu as des centaines de milliers de familles qui vivent de l'artisanat. On a de la magie entre les doigts. Et cette magie est à la fois source d'inspiration, source de croissance, source de prospérité aussi. Oui. Quand je parle, ne serait-ce que j'évoque le mot Madagascar, rien que le mot fait rêver. Oui. Les gens me disent « Waouh, ça claque !» Parce que les gens ont cet imaginaire collectif dans leur esprit sur la richesse du terroir, la beauté des paysages, la gentillesse et la bienveillance de la population. Mais on a un goodwill phénoménal. Et ce goodwill, derrière, transparaîtra au travers des réalisations faites par nos populations, faites par les habitants de nos pays. Et donc, justement, pour rebondir, quel est l'impact qu'on peut retrouver aujourd'hui au travers de la Fondation auprès du public, auprès des artistes? Sensibiliser sur la qualité de la réalisation, mais aussi le message qui est passé, leur faire comprendre les regards différents des artistes par rapport au monde qui nous entoure. Et donc, le premier impact qu'on souhaite faire, c'est cette prise de conscience de l'entourage, de l'écosystème, mais aussi de ce monde duquel nous faisons partie et avec lequel il faut communiquer. Second impact que nous souhaitons avoir, nous souhaitons aussi accompagner ces talents, ces jeunes talents, permettre d'inspirer des destins, permettre à des jeunes d'être formés, d'être accompagnés. Il y a un enjeu pédagogique, il y a un enjeu d'éducation au métier autour de la culture. Le troisième impact qu'on souhaite avoir, c'est surtout cette préservation du patrimoine, cette préservation de notre histoire. Et puis la dernière chose, c'est surtout de permettre aux jeunes d'être fiers de ce qu'ils sont. Parce que c'est grâce à cette identité qu'ils grandiront encore plus fort. Merci Hasnain, en tout cas pour cette notion, cette ambition que vous voulez porter au travers de la Fondation. Ce que j'aime beaucoup, c'est que même dans ce projet qui plus est quand même un peu différent de ce volet entrepreneurial, on retrouve une partie de ce que vous incarnez aussi dans les différentes activités du groupe. Et ça émane aussi de ta personne. Donc merci de nous avoir fait partager tout ça ensemble. C'est ainsi que s'achève notre émission. On vous dit merci et à bientôt pour de nouvelles rencontres. Merci.